je vous avoue que je ne supporte pas l'idée d'être moyen. Vous me verrez jamais faire une vidéo en disant pourquoi je déteste telle personne. Est-ce que cet album c'est de la merde? Vous voyez, par exemple, le dernier album de Taylor Swift, actif ou passif, ton top 3 album Trinité Pop. Waouh. Voilà, j'ai vécu un événement où j'ai cru perdre la vie. Salut tout le monde, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, vous me retrouvez dans un cadre un peu plus simple, moins formaté, un peu plus chill. Vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire en commentaire ou en DM parfois sur Instagram que je ne montre pas assez de moi sur mes réseaux, et c'est vrai. La dernière fois qu'on a fait une FAQ sur la chaîne, c'était il y a 3 ans, et c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses depuis. Alors c'est vrai que c'est pas forcément l'exercice avec lequel je suis le plus à l'aise de me livrer comme ça en face cam, mais paradoxalement, je ressentais le besoin, j'avais envie de me livrer en toute sincérité à vous. Et j'ai vos questions sous les yeux, vous avez été très nombreux à jouer le jeu, donc c'est cool. Donc voilà, elles sont toutes ici, et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui se ressemblaient, donc je me suis permis de les classer par thème. Alors il y avait pas mal de questions sur mon parcours et mon quotidien en tant que créateur. C'est vrai que c'est pas des choses que j'aborde nécessairement en vidéo, donc je trouvais ça intéressant d'en faire une thématique. La première question, c'est pourquoi as-tu toujours été aussi discret sur ta vie? Est-ce une habitude? C'est vrai que j'ai toujours mis la musique au centre. Donc j'incarne mes contenus, j'apparais parce que c'est du face cam, je l'écris, je le montre, donc ça vient de moi, et c'est ma propre analyse et c'est mon propre ressenti, mais ça reste sous le prisme de la musique, et je me suis jamais considéré comme influenceur lifestyle, donc forcément je parle jamais de ma vie parce que je pars du principe qu'elle n'intéresse pas forcément les personnes qui m'écoutent, mais je pense aussi que c'est un souci de légitimité. Je me suis jamais autorisé à aller au-delà de ma case musique, et j'en ai jamais ressenti le besoin, sauf aujourd'hui visiblement, puisque vous voyez je suis dans mon lit et je réponds à vos questions, et je sais pas, ça me fait du bien, donc et plus le temps passe et plus j'ai envie de tisser un lien avec mon audience, donc si je peux donner un peu plus de moi de manière un peu plus sincère, je le fais avec plaisir. Deuxième question, te sens-tu intégré sur YouTube? Sens-tu de la bienveillance des autres youtubeurs et youtubeuses? C'est une très bonne question, et c'est un peu difficile d'y répondre parce que pour être honnête, j'ai peu d'amis qui émanent du monde de l'influence. Alors je connais beaucoup de youtubeurs, de youtubeuses, d'influenceurs et de créateurs et de créatrices de contenu, mais vous voyez, ce ne sont pas des amis sur qui je peux vraiment compter, à qui je me confie au quotidien. Je pense que le créateur dont je suis le plus proche, avec qui je converse pas mal durant la semaine et avec qui voilà, on peut se confier face aux problématiques qu'on rencontre, parce qu'elles sont souvent les mêmes, c'est Kalali. C'est devenu un pote sur la durée, on a fait pas mal de contenu ensemble, mais au-delà de Mathieu, c'est vrai que j'ai pas forcément d'amis proches qui émanent de YouTube. Alors vous allez me voir parfois collaborer avec d'autres youtubeurs et d'autres youtubeuses, mais je dirais pas que ce sont des amis proches, quoi. Pour moi, mes amis, c'est ma deuxième famille, et c'est vrai qu'ils gravitent pas forcément autour du monde de l'influence. Mais au-delà de ça, il y a quand même du positif, forcément. Il y a plein de créateurs que je croise, que je respecte et que j'admire, que j'invite parfois aussi dans mes formats et qui ont accepté. Ça a été le cas par exemple de Marcus et Sullivan, qui ont directement accepté de participer à Pop Masters. Et c'est cool quand on sent du soutien comme ça et qu'on nous donne de la force, ça fait hyper plaisir. Et ça marche aussi comme ça. Après, il y a aussi des influenceurs et des youtubeurs qui ne me donnent pas l'heure. Et c'est comme ça, hein, franchement, c'est pas grave. On a des quotidiens tous hyper denses, et j'en veux absolument à personne. Que faisais-tu avant YouTube? Quoi qu'il arrive, n'arrête pas, j'adore tes vidéos. Bah déjà, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Avant YouTube, je bossais en label de musique. Je suis passé par les 2 grosses majors de France, Universal Music, Sony Music. J'étais chargé de marketing digital. J'ai surtout été sur les artistes pop, donc forcément, j'étais très content. C'était mon objectif de carrière et mon goal ultime, donc j'étais très heureux, j'ai appris beaucoup. J'ai travaillé sur des artistes comme sur les projets de Louane, de Loïc Notet, de Jean-Baptiste Guégan, de Aldebert, de Olivier Dion, Vendredi Sumer, Luceno Yakuza au tout début, Woodkid. J'ai fait plein d'artistes en vrai différents, mais c'était surtout des artistes pop et des artistes en développement et parfois des artistes plus installés. Mais j'ai aussi travaillé chez Def Jam au tout début de ma carrière, j'étais assistant promo. C'était ma première expérience en label chez Def Jam. J'appréhendais un peu parce que le rap, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, vous l'aurez compris. Mais pour autant, ça a toujours été, j'ai toujours dit, ça a toujours été l'une de mes meilleures expériences. J'ai trop kiffé. Trop kiffé bosser sur Caris, sur La Crime, enfin, franchement c'était fun. Et voilà, après je pense qu'en 2021, j'en ai déjà parlé, on y reviendra, en 2020-2021 j'ai traversé une dépression suite à un événement traumatique qui est revenu me choper la veste des années plus tard, et j'ai ressenti le besoin de faire autre chose, et surtout j'avais du mal à me projeter en entreprise. J'avais beaucoup de mal à imposer mes idées, je me sentais pas forcément à ma place, ce qui était un peu frustrant parce que j'ai toujours rêvé de travailler dans la musique,
Et j'ai atteint mon goal ultime. Enfin, bosser par exemple chez Mercury, c'était des artistes que j'aimais de ouf. Mercury, à l'époque, c'était Ariana Grande, c'était Louane, c'était toute cette clique-là très pop. Et franchement, c'était un rêve de fou. Et aussi, c'était un peu une désillusion parce que je ne me sentais plus heureux. Et je pense qu'à partir du Covid, on a eu toutes et tous cette pensée où on était un peu un carrefour de notre vie. Il fallait absolument faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous passionne, qui nous anime. Et j'avais envie de faire le grand saut et de travailler pour moi et de faire ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire faire des vidéos sur Internet. Le plus gros risque, ça a été de tout quitter pour me lancer sur les réseaux. Et franchement, ça a pris. Donc heureusement, je suis content. Merci à vous, du coup. Je regrette rien et je suis très content de l'avoir fait. J'ai appris beaucoup et je pense aussi que ça m'a aidé à me lancer sur les réseaux, d'avoir une vision aussi professionnelle de l'industrie. Je suis toujours aussi passionné par le business de la musique. Mais y travailler au sein même d'une entreprise, c'était, je pense, pas forcément fait pour moi. Je me voyais pas évoluer en grade, avoir des responsabilités. Et j'ai toujours cette image du train qui me reste en tête, vous savez, lorsque vous êtes dans un wagon, voilà, vous faites un petit bout de chemin dans ce wagon-là, et parfois vous descendez pour en prendre un autre, et parfois vous avez l'impression de vraiment pas être dans le bon train, et vous regardez par la fenêtre et vous voyez l'autre train défiler, et vous vous dites, mais en fait, c'est ma place ici, et du coup, vous avez l'impression de prendre beaucoup de retard sur votre vie, et j'ai dû prendre mon courage à deux mains et quitter ce fucking wagon pour prendre l'autre train direction un peu l'inconnu, j'avoue, mais j'adore prendre des risques, parce que quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'histoire. Donc je regrette pas du tout. Une autre question, est-ce que je gagne plus ou moins qu'à l'époque quand je bossais en label? Bah franchement, c'est totalement différent. Quand j'étais en label, j'avais un salaire qui était stable, sur lequel il n'y avait pas d'URSSAF, et surtout sur lequel j'avais pas besoin de faire d'autres dépenses annexes. Là, par exemple, ce que je gagne, forcément, il y a plus d'argent qui rentre, mais il y a aussi beaucoup plus d'argent qui sort. Et on va en parler, hein, mais c'est vrai qu'en tant que créateur, il y a des mois qui sont un peu plus galères que d'autres, je vous le cache pas. Quand tu es auto-entrepreneur, il faut apprendre à gérer son argent, à mettre de côté, et ça, je vous avoue, j'ai un petit peu de mal. Et surtout, j'adore pouvoir réinvestir dans des prods. Par exemple, Popmaster, ça me coûte un bras, mais ça fait partie du jeu. Vous voyez, il y a l'argent qui rentre, il y en a peu qui restent, mais en tout cas, ce que j'investis, c'est pour mon taf, et c'est pour mon idée, et c'est pour mes projets. Donc, je suis tellement heureux de pouvoir faire ça aujourd'hui. Donc, est-ce que je gagne plus? Oui. Est-ce que je mets plus de côté? Non. Mais encore une fois, je suis beaucoup plus heureux comme ça. Et je pense qu'il vaut mieux admettre qu'on a pris la mauvaise porte plutôt que de passer sa vie entière dans la mauvaise pièce, quoi. Ok, next question. Est-ce que tu gagnes bien ta vie avec la pub YouTube? Bah non, pas du tout. 95-97% de mes vidéos sont démonétisées. Il y a de la pub sur mes vidéos quand vous en regardez une. Parfois, il y a beaucoup de pubs et je m'en excuse, mais ça n'émane pas de moi et c'est pas moi qui gagne de l'argent dessus. Quand vous regardez une de mes vidéos et qu'il y a des publicités, tout l'argent qui émane de cette publicité sont reversés aux ayants droit parce que depuis les débuts de ma chaîne, j'ai pris ce parti pris de mettre de la musique, de mettre des extraits de clips parce que je parle de musique et forcément j'ai envie que ce soit immersif pour vous et parfois il faut écouter des choses pour pouvoir se rendre compte de certains trucs. Donc pour vous expliquer, je ne gagne pas un centime sur 97% de mes vidéos puisqu'elles sont toutes démonétisées. En revanche, mon business model, c'est de faire des intégrations commerciales. Donc au début de vidéo, je vais vous parler d'une marque ou de choses comme ça. C'est mon business model et c'est ce qui me permet de mettre de l'argent de côté, de payer mon appart et de payer mes prods, comme Popmasters par exemple. Prochaine question, est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter YouTube? Honnêtement, non. J'ai jamais eu envie d'arrêter YouTube, mais il y a eu forcément des périodes de démotivation, des périodes un peu plus floues, des périodes où tu stagnes. Quand tu passes par exemple des semaines à bosser sur une vidéo et qu'elle ne performe pas, ça peut être un peu frustrant, forcément, je vous le cache pas. Il y a toujours ce juste équilibre à trouver entre ce qui me fait plaisir et ce que j'ai envie de partager, ce que les gens vont vouloir aussi regarder. Par exemple, ma dernière vidéo sur Julia Michaels, elle performe pas de ouf, et pour autant, c'est une vidéo que j'ai adoré faire, donc n'hésitez pas à aller la voir pour lui donner un peu de force. Donc moi j'en suis fier, j'ai adoré faire cette vidéo, donc je la laisse. C'est aussi ça dont je voulais vous parler, c'est qu'aujourd'hui, pour fonctionner sur YouTube, il faut être attentif à la miniature et au titre. Et j'ai remarqué que des titres putaclic, des miniatures sensationnelles, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, mais c'est pas du tout ma DA et c'est pas du tout ma cam. La seule miniature et titre dont je ne suis pas très fier, et qui pour autant, c'est une vidéo qui a très bien fonctionné, c'est celle sur Katy Perry. Parce que c'est pour moi, la miniature que j'ai faite, que j'ai donnée à mon Miniamaker, c'est mon idée, hein, je l'ai validée et je l'assume à 100%, c'est pas moi. C'est une miniature qui a un biais de négativité, donc forcément ça fait cliquer, mais je la trouve un peu putaclic. Je la trouve même le titre, vous voyez, Anatomie d'une chute.
Girl. Mais du coup, en vrai, tant mieux si 200 000 personnes cliquent sur une miniature un peu putaclic. Et justement, si je peux alterner mon discours à travers le fond, à travers ce que je propose, le cœur et la nature de mon travail, c'est-à-dire ma vidéo et ce que je présente, tant que derrière, ils ont un discours bienveillant et à l'opposé de cette miniature-là, le travail est fait pour moi. Donc si jamais vous voyez des miniatures un peu putaclic de ma part ou un peu sensationnelles, ne m'en voulez pas, c'est juste dans une optique d'être visible. Et ce qui compte, je trouve, c'est pas forcément la forme, ça va être le fond. Après, je vous cache pas que parfois, lorsqu'il y a des vidéos qui ne performent pas, oui, ça met un coup. Je vous avoue que j'étais très stressé sur le lancement de PopMasters parce que j'ai mis tellement de mois, tellement d'âme, tellement d'énergie dans ce projet. Que si ça ne fonctionnait pas, je l'aurais très mal vécu, mais je l'aurais accepté, j'aurais été en mode ok, c'est pas fait pour moi, peut-être qu'on m'attend sur autre chose, et vous avez été au rendez-vous et vous m'avez soutenu, donc merci à vous de me permettre de faire des choses qui me ressemblent et que j'aime faire. D'ailleurs, parlons de PopMasters, parce que vous avez pas mal de questions à ce sujet, j'en prends quelques-unes. Comment est-ce que je choisis les artistes? Combien de temps ça me prend? Combien ça me coûte? Et aussi une question qui est revenue quelques fois, pourquoi est-ce que j'ai choisi Jérém Star? Apparemment c'est un choix controversé, mais je vais m'expliquer et je vais vous parler de tout ça. C'est parti. Premièrement, comment je choisis les artistes? J'essaye toujours de faire des duos inattendus. Le but et l'idée de PopMasters, c'est de jouer, c'est de s'amuser, mais c'est aussi de rassembler, de montrer que la musique peut rassembler. Je vous avoue que la programmation, je la fais tout seul. C'est un métier à part entière, hein, être programmateur pour des vidéos. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le font et ils ont raison parce que ça prend un temps fou. C'est des centaines de relances, bon j'exagère, mais beaucoup de relances, c'est des non-réponses, c'est des refus. Parfois t'as d'autres personnes, des youtubeurs qui ne veulent pas être associés à telle autre personne ou des artistes qui ne veulent pas être associés à d'autres personnes, ce que je peux totalement comprendre. Mais du coup c'est une tannée, hein, je vous cache pas, de programmer des invités, donc c'est pour ça aussi que je fais pas des épisodes toutes les semaines. J'aimerais bien, mais ça prend un temps fou et tant que j'ai pas le bon cast et tant que je me dis pas ouais, ça c'est un bon cast, je le fais pas. Pour l'instant, je m'en sors bien tout seul. Donc je les contacte soit directement par mail, soit directement sur Instagram, soit j'ai leur contact, soit leur label, ça dépend, ouais. Donc je tiens toujours à avoir des chanteurs et des chanteuses, forcément, des artistes. Par exemple, on a eu des artistes drag sur le 2e épisode et sur le 3e épisode avec Moon et Mami Wata. Parce que le drag, c'est aussi un art que je respecte et j'admire énormément, et ce depuis plusieurs années, depuis mon arrivée à Paris en 2016. Donc j'essaye toujours d'avoir le bon mélange. Parfois, c'est pas toujours possible en termes de programmation, mais franchement j'y travaille et j'essaye de faire du mieux que je peux, et à chaque fois je suis trop fier de mes castings. Donc ça rejoint peut-être la question suivante, qui est pourquoi j'ai invité Jérém Star, parce que j'ai cru comprendre que ça a dérangé certains. Encore une fois, le choix des invités, c'est moi qui l'a fait, donc je l'assume totalement, j'en prends entière responsabilité. Jérém Star, ça reste, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça reste un créateur de contenu qui est ancré dans la pop culture francophone, une certaine pop culture qu'on suit ou qu'on ne suit pas, mais c'est un personnage qui a toujours gravité autour de la pop culture francophone, que ce soit via la télé-réalité ou autre, et c'est surtout l'un des rares influenceurs qui a, avec une aussi grosse audience, qui prend des positions fortes parfois, et moi ce qui m'a marqué dernièrement, c'est son action contre la corrida. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour le faire, et je ne pense pas qu'il l'ait fait forcément pour le buzz. Quand il en parle, je pense que c'est quelque chose qui l'anime, il a l'air très sincère quand il en parle. Et puis c'est vrai, ce qu'il dit, on reproche souvent aux influenceurs de faire du vide, on parle beaucoup de la culture du vide, mais je trouve que de mettre sa notoriété au service d'une cause aussi noble qui est l'arrêt de la corrida, ben moi je trouve ça super. Donc franchement j'admire l'action qu'il a faite. Il est venu sur le plateau, il a été très professionnel, il a été adorable, et franchement on a trop rigolé. Donc j'ai trop hâte que la vidéo sorte, et puis si jamais c'est quelqu'un qui ne vous revient pas, rassurez-vous, il y aura d'autres épisodes qui, j'espère, vous plairont davantage. Après, combien de temps me prend la préparation d'un épisode? Ça peut aller très vite, et le coût de production, c'est compliqué, mais ça peut aller jusqu'à 6 000 €, plus de 6 000 € pour un épisode. Parce qu'il y a la production, il y a le cadrage, il y a l'ingénieur du son, il y a le montage, le motion design. Mais je m'y retrouve parce que c'est un budget que j'alloue à cette production-là. Et encore une fois, je gagne peu d'argent dessus, mais au moins ça me permet de faire vivre mon émission. Et parfois, je mets évidemment des marques pour atténuer les coûts de production, comme ça a été le cas avec Deezer. Le deuxième thème, les amis, c'est la santé mentale. Vous avez beaucoup de questions par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde assez souvent sur mes réseaux. Et d'ailleurs, sachez que c'est BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. Je vous laisse avec une courte page de pub. C'est bien qu'on puisse aborder le sujet de la santé mentale aujourd'hui,
Vous savez que c'est un sujet dont je parle assez souvent sur mes réseaux sociaux et de l'importance d'en prendre soin. Et sachez que cette vidéo est soutenue par BetterHelp. Je suis content de pouvoir vous en reparler puisque je pense que ça peut vraiment aider certains d'entre vous. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute français certifié inscrit à l'agence régionale de santé. Alors comment ça se passe? Sachez qu'on vous envoie pas directement vers le premier thérapeute disponible. Non, il y a tout un processus basé sur vos besoins, vos préférences et sur un algorithme de mise en relation qui vous aide à trouver le bon professionnel pour vous. Tout commence par un court questionnaire en ligne où vous précisez ce que vous traversez, ce dont vous avez besoin, ce que vous recherchez, et ensuite vous êtes mis en relation avec un thérapeute selon vos attentes. Aussi, sachez que vous pouvez choisir le format qui vous correspond le mieux, c'est-à-dire soit en visio, par appel, par message écrit, et vous pouvez échanger à tout moment avec votre thérapeute, même entre deux séances. Et si jamais pour X ou Y raison le lien ne se crée pas comme vous l'espériez avec votre thérapeute, sachez que vous pouvez changer de professionnel sans frais. Il n'y a aucun engagement, vous commencez quand vous le souhaitez, quand vous le sentez. Si jamais vous souhaitez faire une pause, c'est également possible, c'est vous qui gardez le contrôle. Et au-delà des séances, BetterHelp propose également des outils de journaling, des feuilles de travail qui vous permettent d'avancer même entre deux rendez-vous. Et personnellement, quand je faisais une thérapie cognitive comportementale, j'avais pas mal d'exercices pratiques à mettre en œuvre dans mon quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé afin de désamorcer certaines angoisses et certaines situations du quotidien et de la vie. Sinon, j'ai vu passer l'autre jour dans les médias des personnes qui racontaient qu'elles se confiaient parfois à une IA afin de trouver des réponses face à leur trauma, à leur anxiété ou à leurs insécurités. Mais je pense que c'est important de rappeler qu'aucune IA n'est en mesure de remplacer le lien humain. Donc bref, si jamais vous avez envie d'essayer BetterHelp, sachez que vous avez 10% de réduction sur votre premier mois avec mon lien qui s'affiche en description de la vidéo, betterhelp.com/popslay. Prenez soin de vous et merci à BetterHelp pour la confiance. C'est parti les amis avec la thématique santé mentale, mais je crois que Bowie veut vous dire bonjour. Attendez, il a bien grandi comme vous pouvez le voir. Il était insupportable ce matin, n'est-ce pas Bowie? Dis-leur que tu as fait des bêtises. Tu as été un mauvais chien aujourd'hui? Bah oui. Bah oui. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que je m'aime? Franchement, c'est compliqué cette question, mais d'un côté, elle est tellement importante. J'aimerais vous dire que oui, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai toujours eu un rapport très difficile avec mon corps. Et voilà, depuis l'enfance, on m'a toujours fait des remarques sur ma taille parce que j'étais un peu plus petit que les autres, puis ensuite sur mon poids parce que j'étais un peu plus fort que les autres. Et on m'a sans cesse comparé à des personnes de mon entourage. Et je pense que quand tu grandis avec ce genre de remarques, bah, c'est aussi ce qui te forge d'une certaine manière. Et puis ajoute à cela le fait d'être queer, bah, je pense que ça te met automatiquement un peu sur le côté et tu es dans la case différent, quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu l'impression d'être un petit freak, un petit monstre. Et je pense que ce genre de remarques, quand t'es gosse, ça te marque profondément, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, et je pense que toute personne se construit à l'âge de l'enfance. Et du coup, ça m'a aussi poussé à toujours être attentif, très attentif au regard des autres. Et je pense que c'est ça le risque, c'est de vouloir vivre à travers le regard des autres et à travers la validation des autres. Et du coup, j'ai très longtemps, parfois encore aujourd'hui, il y a forcément des relents parfois, mais associer ma valeur à ce que les gens pouvaient percevoir de moi, ma valeur à mes performances. Et c'est quelque chose qui est évidemment très superficiel et qui à terme peut devenir éreintant et très fatigant. Mais voilà, quand j'étais ado, je me détestais physiquement, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, j'accepte mieux mon corps. Plus je grandis, et plus je prends aussi en maturité et j'accepte mieux mon visage, ce que je suis. Je dirais pas que je m'aime à 100%, mais j'apprends. Et je pense que c'est le combat d'une vie aussi d'apprendre à s'aimer soi, d'apprécier sa propre compagnie. Ça met du temps, mais c'est un vrai travail. Et j'ai aussi suivi une thérapie pour m'aider là-dessus, mais sur la question du physique, aujourd'hui, je dirais pas que j'arrive à me trouver beau, mais j'essaye d'être sincère, aligné avec ce que je suis, d'être le plus souriant possible, juste d'être moi, et c'est déjà une très bonne chose. Et aussi avec le temps, j'ai appris que la beauté, j'ai remarqué, parce que moi-même, c'est ce qui peut me plaire chez une personne, que la beauté, elle n'était pas seulement physique, mais ça peut être aussi l'attitude, ça peut être l'énergie qu'elle dégage, l'aura qu'elle peut avoir autour d'elle, l'attitude, le charisme, le regard, et tout ça, ce sont pas des choses forcément perceptibles de manière physique, mais qui, moi, peuvent me plaire énormément et auxquelles j'accorde beaucoup d'importance et je trouve que ça peut avoir énormément de charme. Donc même la lumière qu'une personne peut avoir peut être belle et c'est aussi pour moi, c'est aussi ça la beauté. Prochaine question, comment gères-tu la haine sur les réseaux sociaux? Je pense que j'ai encore de la chance aujourd'hui dans le stade de mon évolution de ne pas être un gros influenceur. Vous voyez, je suis pas un gros profil, j'ai pas une popularité immense, ce qui me permet d'avoir un peu cette
cette communauté qui est près de moi et pas forcément d'autres personnes qui vont polluer un peu notre espace, vous voyez. J'ai l'impression qu'on est encore dans des chiffres qui me permettent d'être safe par rapport à ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce que dès lors que tu passes un autre cap d'abonnés, de notoriété et de popularité, bah forcément tu vas toucher aussi une nouvelle audience qui n'est pas forcément ton cœur de cible et qui va pas être en accord avec ce que tu penses et avec ce que tu es tout simplement. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai la chance d'être encore dans une phase de mon parcours où les personnes qui me suivent sont juste hyper bienveillantes, tellement positives et c'est une chance que j'ai et je vous remercierai jamais assez parce que quand vous me croisez dans la rue, que vous venez me voir, ça me fait tellement plaisir et à chaque fois on discute un peu et c'est cool, tu vois. Donc après, effectivement, il y a toujours de la haine, hein, je vous le cache pas, je dis pas que j'en suis épargné, loin de là. C'est peut-être, je sais pas... 0,1% de mes messages, c'est très rare hein, que ça arrive. Ça arrive, mais ça arrive trop parce que ça ne devrait pas arriver. Mais je pense que par rapport à de grands profils et de gros profils, je suis un peu protégé de ça. Et puis j'ai aussi la maturité et l'âge qui fait que ça ne m'atteint plus. Donc moi, ce qui me désole, c'est surtout de voir des commentaires sur le physique, sur des créateurs et des créatrices qui sont plus jeunes parce que je me dis, ils ont peut-être pas encore la... c'est pas dénigrant quand je dis ça, mais peut-être pas la force mentale pour y faire face, parce que c'est peut-être nouveau pour elles et pour eux. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, oui, des attaques sur le physique, j'en ai plein. Sur mon nez, sur ma moustache, sur... mes expressions, j'en ai fait un TikTok d'ailleurs l'autre jour parce que ça me faisait trop rire de voir tous ces messages où on me disait que je ressemblais à Dobby, on me disait que je ressemblais à Waluigi, et je le prends plus à la rigolade et ça ne m'atteint pas. Donc oui, il y a des attaques homophobes. Il y a des attaques sur le physique, donc ça me désole un peu, mais fatalement j'ai l'impression que c'est un peu le jeu des réseaux sociaux aussi lorsque tu t'exposes publiquement. En revanche, ce qui peut un peu me saouler, c'est lorsqu'on me prête de mauvaises intentions. Par exemple, on va dire « Ah, tu parles de cet artiste parce que tu veux la recevoir dans ton émission, c'est ça ?» Mais en fait, non, enfin, si je parle d'un album et si je dis que j'aime un album, c'est parce que je l'aime vraiment. Et ça m'est arrivé sur le cas de Marine, par exemple, de la Star Academy. J'ai reçu peut-être 2 ou 3 DM, hein, c'est pas grand-chose, parce que j'avais dit que j'avais beaucoup aimé l'album et que pour moi, c'était l'un des meilleurs albums qu'une candidate gagnante de la Star Academy ait sorti. Et je réitère mon propos, je le pense vraiment. Et certaines personnes étaient surprises, mais libre à vous de ne pas écouter l'album et libre à vous de ne pas le streamer, quoi. Donc je vais pas perdre mon temps à faire des reels sur Instagram et à parler d'une artiste qui ne me parle pas, que je n'aime pas, juste pour prétendre avoir peut-être cet artiste dans mon émission, vous voyez. Certains le feraient peut-être, mais je préfère consacrer mon énergie à autre chose et je préfère quand le contenu est vrai. Et de toute façon, je pense que ça se ressent lorsqu'un contenu est vrai, que la personne est sincère avec ce qu'elle dit. Et la preuve, Marine ensuite est arrivée dans mon émission, effectivement, et je lui ai dit en live, je lui ai dit dans l'émission, je lui ai dit en off, les chansons que je préférais, je lui ai parlé de son album, on a beaucoup discuté aussi en off, et c'était super. Et franchement, je réitère mes propos, je trouve que c'est un superbe album qu'elle nous a servi pour un premier album enregistré en si peu de temps. Voilà, après si vous n'aimez pas l'album, bah franchement ne l'écoutez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prochaine question, tu te trouves dur ou bienveillant envers toi-même? Eh, vous avez pas idée, hein, parce que je suis quelqu'un de très doux dans la vie de tous les jours. La manière dont je parle, dont vous me voyez sur les vidéos, c'est moi. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui est très doux, très bienveillant et très à l'écoute. Je suis un listener. C'est-à-dire, vous passez 1 heure avec moi, vous me parlez 1 heure de vous. Je vais pas vous en vouloir parce que j'adore écouter. Je vais rebondir par-ci, par-là. Mais si vous me laissez pas la porte pour intervenir, je vais pas intervenir. Mais c'est parfois une très mauvaise chose parce que tu donnes pas assez de toi. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est que pour une fois je me livre et ça fait du bien, mais je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très bienveillant avec les autres, mais avec moi il y a un petit bourreau dans ma tête qui peut parfois sortir les cymbales et faire la fiesta, tu vois. Avec moi, je peux être vraiment très dur parce qu'encore une fois, je me pousse toujours à être parfait. Mais j'ai appris une chose, on ne l'est jamais parce que la perfection n'existe pas. Et souvent, ça peut être frustrant et ça peut aussi jouer sur mon moral parce que, par exemple, je vais sortir d'un tournage, ce qui m'arrive très systématiquement quasi. Je vais passer un super tournage, l'épisode est génial, les invités ont été au top. Je vais sortir de là, la première chose que je vais me dire, c'est... J'ai pas été bon sur les 5 premières minutes, j'ai pas été performant, j'ai pas été assez présent, j'ai pas regardé assez la caméra. Et sans cesse, je vais me répéter ces trucs-là qui vont atténuer en fait le sentiment de joie que je devrais avoir, vous voyez. Et c'est souvent comme ça, et j'ai du mal à délivrer quelque chose qui, selon moi, n'est pas parfait, surtout quand je donne de moi. Parfois, je peux être très dur avec moi, mais je vous avoue que je ne supporte pas
l'idée d'être moyen. Je ne supporte pas l'idée d'être mauvais. Et je sais que c'est une très mauvaise chose de réfléchir comme ça, et je vous invite à ne pas réfléchir comme ça parce que c'est dur quoi, mais j'ai toujours envie que tout soit parfait, sensationnel, marquant, mémorable. Et parfois j'ai du mal à dézoomer et à me dire putain je suis fier de ce que j'ai fait, putain c'est trop bien ce que t'as fait. Et souvent c'est les gens qui me le disent et à chaque fois ça me fait hyper plaisir, je prends le compliment mais j'ai du mal à l'ingérer, à l'enregistrer, à le programmer dans mon cerveau. Parce que je suis en mode oui, mais on m'a souvent poussé à être le meilleur. Et aujourd'hui, j'ai toujours cette sensation de devoir prouver que je peux y arriver. De me mettre des objectifs qui sont parfois très hauts. Et je veux me prouver à moi-même que je peux y arriver. Et c'est parfois très fatigant parce qu'on peut se mettre des objectifs qui sont parfois très compliqués, voire inatteignables. Je suis assez clairvoyant là-dessus. C'est peut-être un peu triste de le dire, mais vous voyez, le fait d'être sur les réseaux, il y a aussi une forme de validation extérieure que je recherche. C'est très honnête, ce que je vous dis est très sincère. Pas d'être validé, mais d'être compris. Et je pense qu'à travers les réseaux, c'est ce que je recherche en fait. Depuis le début, c'est d'être moi, de partager ma passion et qu'elle soit comprise et qu'elle puisse résonner chez d'autres personnes. Pour moi, c'est le plus beau des cadeaux et c'est aussi pour ça que ça me fait du bien ce que je fais. Donc je le fais pas pour la fame, je le fais pas pour la visibilité, je le fais pour juste être moi-même et être compris et embrasser ma singularité et ce que d'autres personnes ont perçu comme étant ma différence autrefois. J'essaye d'être un peu plus indulgent et aussi de me lâcher un peu plus. Et je pense aussi très sincèrement que c'est dans l'imperfection qu'on montre qui on est réellement. Donc c'est important de garder cette partie-là. Donc j'essaye d'apprendre petit à petit et j'essaye d'être plus indulgent avec moi-même. Prochaine question, tu as parlé de dépression, est-ce que ça va mieux? Alors oui, j'en ai parlé il y a quelques années sur mes réseaux, je vous disais que j'avais traversé une dépression due à du stress post-traumatique. Je vais pas forcément revenir sur cette histoire, mais voilà, j'ai vécu un événement où j'ai cru perdre la vie et qui a eu un impact considérable sur ma vie. J'étais déjà assez timide dans la vie de tous les jours et je pense que cet événement-là a enflammé cette partie de moi et m'a rendu beaucoup plus anxieux, m'a rendu beaucoup plus fermé au monde. Ça, c'est il y a quelques années. Heureusement, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai traîné très longtemps. J'ai fait beaucoup de phobie sociale pendant plusieurs années. Je l'expliquais en vidéo, mais c'était par exemple impossible pour moi d'aller à l'école en métro et de prendre le métro, il fallait que je prenne le taxi. Donc des choses comme ça, ou même passer devant une terrasse avec plein de gens qui étaient attablés, c'était impossible pour moi de passer devant cette terrasse et de me dire que tous ces gens allaient me regarder. Donc c'est une expérience qui m'a beaucoup forgé, c'est une expérience que j'ai eu du mal pas accepter parce que des choses peuvent arriver, c'est la vie et je crois au destin de la vie malheureusement et aux choses qui peuvent se mettre sur notre chemin, mais j'ai eu du mal à accepter que ça puisse me changer autant. Je pense que c'est ça que j'ai eu du mal à accepter. Mais voilà, j'ai travaillé dessus, j'ai fait une thérapie, j'ai vu des psychologues, des psychiatres et je pense aussi que c'est ce qui m'a un peu rattrapé en 2020. Je sais pas, j'ai beaucoup repensé et parfois ton corps met des années à assimiler et j'étais dans une période assez trouble de par le travail, de par le Covid aussi je pense et puis tout ça qui est revenu dans ma tête, la phobie sociale notamment et c'était compliqué pour moi d'avoir une discussion avec quelqu'un en le regardant dans le blanc des yeux comme ça. Donc heureusement j'ai travaillé dessus et aujourd'hui, c'était il y a 5 ans, ça va beaucoup mieux, vraiment. Mon métier aussi aujourd'hui me permet de rencontrer plein de monde. Je fais des interviews, je regarde les gens dans les yeux, ça peut paraître bête, mais j'adore et ça se passe super bien. Je suis encore sous traitement, mais voilà, j'envisage aussi de faire un sevrage. Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui et je suis content qu'il puisse y avoir une fin positive quoi. Mais je vous le dis, mais je pense très sincèrement que me lancer sur les réseaux, c'est peut-être aussi ce qui m'a sauvé parce que ça m'a poussé à affronter mes peurs, ça m'a poussé à me montrer tel que je suis. Donc oui, ça va beaucoup mieux les amis, ça m'arrive de refaire des crises d'angoisse, notamment dans des mouvements de foule, ça m'arrive de faire des crises d'hyperphagie en période de stress, ça m'arrive aussi d'être à court d'énergie quand je vis quelque chose de très intense. Mais aujourd'hui, j'arrive à mieux réguler mes angoisses, à affronter mes peurs. Je me sens plus fort et je me sens prêt à affronter la suite, quoi. Donc, très heureux. Maintenant, on va parler un peu de la Star Academy parce que vous étiez nombreux à avoir des questions sur ce sujet. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de candidats et de candidates dans mes formats et dans mes interviews et visiblement, ça vous intéresse et ça tombe bien, ça vient de recommencer sur TF1, donc on va en parler un peu. Donc, la première question, c'est est-ce que tu vas suivre la Starac cette année? Évidemment, je vais suivre la Starac. Je suis trop content du reboot de la Starac et de voir que ça puisse toujours fédérer autant de personnes. C'est un programme avec lequel j'ai grandi. Il y a une part de nostalgie et puis il y a une part d'excitation. On a hâte de découvrir la nouvelle promo. Là, on a l'impression qu'avec cette nouvelle saison, ils vont reprendre tous les points positifs et points négatifs des 3 premières, enfin des 3 premières depuis le reboot, et en faire quelque chose de bien. Je la sens très bien cette saison-là. Donc j'ai hâte de voir. Je trouve que c'est une super idée d'avoir aussi un studio d'enregistrement dans le château. Ça va les pousser à être peut-être plus force de proposition et à créer
créer. Et puis voilà, non, j'ai hâte, c'est un beau programme, la Star Academy. Et c'est fou aussi de voir à quel point l'émission et les candidats qui en sortent ont créé toute cette émulation autour de la pop en France. C'est pour ça aussi que je vais le suivre, parce que c'est un programme qui est clairement ancré dans la pop culture francophone, la pop culture francophone, et qui a vraiment reboosté tout l'intérêt autour de la variété française et de la pop en France. On le voit au niveau des chiffres, on le voit au niveau des streams, on le voit au niveau des votes pour les Energy Music Awards. Enfin, l'impact Star Academy est juste immense sur le business de la musique et plus globalement de la pop. Donc c'est une très bonne chose et je suis ravi de voir que certains candidats s'envolent. Je pense à Marguerite que j'adore, à Ebony, à Elena, à Marine. Enfin, il y a plein d'autres aussi candidates dont on parle un peu moins, qui selon moi méritent beaucoup plus de lumière. Je pense à Djibril, je pense à Enola, en plus parfois ils le font en solo, en indépendant, donc franchement respect. Quand est-ce que l'on va revoir Lenny sur ta chaîne? Franchement, quand elle veut. Je garde un très bon souvenir de mon tournage avec elle. On a tourné une interview il y a maintenant 1 an. C'était avant sa participation avec Danse avec les stars que j'avais prédit. Non, je rigole. Et non, je garde un super souvenir. En plus là, elle vient de sortir un nouveau single qui s'appelle Lumière. Je vous invite à aller l'écouter parce qu'on sent qu'elle a enfin trouvé sa patte, son univers, ça colle parfaitement à sa voix. Je crois aussi qu'elle a participé davantage au processus d'écriture et je trouve que la prod est très intéressante, la construction de cette chanson l'est tout autant et je l'ai trouvée très planante, cette chanson, très aérienne. Et je trouve que ça lui va tellement bien et je l'ai écouté en boucle en fait, ce son, il y a une replay value de dingue, donc je vous invite à aller l'écouter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. As-tu écouté la réédition d'Elena? Bah oui, évidemment. Elena, c'est drôle, hein, mais c'est l'une des rares artistes, vous voyez, que j'ai pu recevoir en interview, l'une des rares artistes qui, selon moi, reste complètement ancrée dans la réalité, les pieds sur terre. C'est quelqu'un que je trouve sincère, touchante, simple, et ce que j'aime bien chez Elena et pour la plupart des candidates et candidats de la Starac, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de porter un masque, vous voyez, pour aller plaire à une audience, ils sont restés eux-mêmes, et je trouve que c'est ce qui fait aussi la force de leur parcours, et pour moi, Elena en est l'exemple parfait, quoi. Donc je pense que c'est ça qui la rend aussi belle, que ce soit son projet, mais aussi sa personne. C'est une superbe artiste, et en plus d'être une superbe personne, donc j'ai adoré cette interview avec Elena, et j'ai adoré la réédition. Comment as-tu trouvé Marine sur Popmasters? Eh bien, que vous dire, adorable et professionnelle. De toute manière, depuis que Marine est sortie de la Starac, j'entends partout que c'est une grande bosseuse en backstage et en off, donc ça ne m'étonnait pas. Elle est arrivée la première sur le plateau d'ailleurs, et on a pu parler un petit peu, on a échangé un peu face à ses doutes, mais aussi sur la promotion de son album. Et non, c'est une superbe personne, j'ai adoré ce tournage avec elle, et j'en démords pas, hein. Reste d'Averse est un énorme tube, faites-moi péter ça, et j'espère qu'elle le chantera à la Star Academy pour rebooster un petit peu le titre, et j'adore aussi le petit rebranding de Marine au niveau style, au niveau glam. Je trouve qu'elle est sublime comme ça, le brun lui va tellement bien et ce côté diva lui va ravir. Passons au thème musique. Alors je sais, c'était pas forcément l'objet de cette vidéo, on va les faire en mode fire question, mais il y avait pas mal de questions là-dessus, donc je vais y répondre. Ton interview de rêve, Lady Gaga évidemment. Quand j'aurais fait mon interview avec Lady Gaga, je pourrais me dire I made it. Ça va être mon I made it moment, tu vois. Mais oui, clairement, Gaga, j'ai tellement de questions à lui poser. J'espère que ça pourrait se faire un jour. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition et voilà, et écrire ses rêves pour ensuite prendre le chemin qui y correspond. Mais j'y crois. Donc j'espère qu'on ressortira cette vidéo un jour et qu'on pourra en rire et surtout en être fier. Mon album préféré, quel est ton album préféré du moment? Mon album préféré du moment, j'écoute pas mal de choses en ce moment, mais il y a un album que je réécoute, que je trouve absolument sublimissime, c'est Hotel de Jasmine Sullivan. Très sous-coté cet album, mais c'est quelque chose que je réécoute beaucoup en ce moment. Album préféré de Rihanna, Anti, of course, ça va faire 10 ans d'ailleurs. Le titre qui t'ambiance en soirée, celui que tu écoutes quand tu es triste. Un titre qui me rebooste grave, que ce soit en début de soirée ou quand je suis triste d'ailleurs, ça marche pour les deux, c'est Don't You Forget About Me de Simple Minds. J'adore cette chanson, elle est ultra connue, forcément elle a été samplée plein de fois. Mais je suis dans un mood très new wave, années 80-90 en ce moment, et Simple Minds, ils ont que des bangers, et Don't You Forget About Me, pour moi, elle est légendaire, cette chanson, et elle me redonne beaucoup d'énergie. Et sinon, une chanson que j'écoute quand je suis triste, Hit the Warning, Chaka Khan, Love Drug, Lady Gaga. J'écoute beaucoup Haim aussi, j'adore ce groupe. Et Faces de Clio, peut-être, un peu d'Italo Disco, ça me remet un peu toujours de la joie. Album préféré de Beyoncé, objectivement Lemonade,
Subjectivement, Four. J'adore Four. Mais quand même Lemonade pour l'impact, pour l'imagerie, pour le symbole. Mais moi, j'adore Four. Ce que je n'aime pas dans Four, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est le lead single, Run the World. Mais cet album est incroyable, je l'adore. Ta chanson préférée de Taylor Swift? Seven, Cornelia Street, Call It What You Want, Delicate, The One, Mirrorball, Willow, My Tears, Ricochet. Putain, il y en a tellement. Je dirais Cornelia Street. C'est difficile hein, parce qu'elles ont tout un mood très différent. En ce moment, je réécoute beaucoup Folklore, mais Cornelia Street, je sais pas, je l'adore. As-tu des jeunes artistes à suivre? Ah, bonne question. Il y en a tellement en ce moment. Je dirais d'emblée Montemarco, Jean Castel, Sam Sauvage, qui pour moi va tout péter, et Sekou. Sekou que j'ai découvert récemment sur TikTok, j'adore sa voix et je pense que pareil ça peut être huge. As-tu un artiste coup de cœur en ce moment? Oui, complètement, sans hésitation, Somber. J'adore Somber, je ne fais que l'écouter en ce moment, que ce soit Back to Friends, 12 to 12 et plein d'autres. J'espère pouvoir aller le voir en concert. Et je sais pas, même physiquement, j'adore ce côté élancé, j'adore son image, j'adore les clips, les performances. J'ai pas l'impression qu'il soit encore très huge en France, alors que c'est énorme dans le monde. Enfin, je crois que c'est plus de 60 millions d'auditeurs mensuels. Enfin, donc allez écouter si vous ne l'avez pas encore fait, parce que cet artiste, pour moi, ça va être clairement celui qui sera à suivre dans les prochaines années. Des paroles de chansons qui t'ont marqué récemment? Très bonne question, et justement, je me suis fait la réflexion il y a quelques semaines, quelques jours du moins. Tu meurs d'envie d'aller la voir par toi-même, faire tes preuves, et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. J'ai trouvé ça super beau, et c'est de Feu Chatterton, si je dis pas de bêtises. Ton top 3 album Trinité Pop. Waouh, celle-là, elle est compliquée, ça va être une galère d'en choisir 3. Attendez, laissez-moi en citer déjà quelques-uns qui me viennent en tête. Loose, Nelly Furtado, Damita Joe, Janet Jackson, Rumors, Fleetwood Mac, 21, Adele, Emotions, Carly Rae Jepsen, Blackout, Britney Spears, Teenage Dream, Music, Madonna, Ray of Light, Madonna, Confessions on the Dance Floor, Madonna, Starboy, The Weeknd, Ultraviolence, Lana Del Rey, c'est compliqué. Let's Dance de Bowie, Good Girl Gone Bad, Rihanna, Melodrama, Lord, Reputation, enfin bref, il y en a trop. Et si je devais en choisir 3, je pense que je choisirais ceux avec lesquels je me suis peut-être construit et avec lesquels j'ai beaucoup appris. Et qui ont marqué ma jeunesse, parce que je pense que c'est les souvenirs qui nous touchent le plus. Donc je vais partir avec cette réponse-là, je vais dire The Fame Monster, Lady Gaga, Loose, Nelly Furtado, et... vous me saoulez. Et allez, on va dire Blackout, Britney Spears. Allez. Pourquoi tu dis jamais que tu n'aimes pas tel artiste ou tel album? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me reproche parfois dans les commentaires. Pourquoi est-ce que je ne dis jamais lorsqu'un album ou un artiste ne me plaît pas? Je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus, mais de manière bienveillante. J'essaie toujours d'apporter du positif dans ce que je dis. Par exemple, le dernier album de Taylor Swift, j'étais un peu déçu, mais c'est un album que je stream, c'est un album que je vais écouter. Il y a des titres que j'adore. J'ai trouvé le clip de The Fate of Ophelia absolument incroyable et sublime, et c'est quelque chose que je vais dire. Mais je vais vous dire aussi la vérité, c'est que j'étais un peu déçu à ma première écoute, mais c'est pas un mauvais album pour autant. En tout cas, c'est mon avis. Je ne trouve pas que l'album soit mauvais. Je trouve qu'il est dans la continuité de ce qu'elle a pu faire précédemment. Je trouve qu'il y a des titres qui fonctionnent très bien. Je n'écouterai plus jamais, je pense, Actually Romantic ou Cancelled, parce que je déteste ces chansons, mais je trouve que Opalite, je trouve que Father Figure, je trouve que Ruin the Friendship sont des titres absolument dingues, et forcément je vais les écouter. Donc je trouve qu'il faut toujours apporter un peu de nuance en fait dans ce qu'on dit. Vous me verrez jamais faire une vidéo en disant pourquoi je déteste telle personne, pourquoi je n'aime pas cet album, pourquoi est-ce que cet album c'est de la merde. Vous voyez, c'est quelque chose que je ne ferai jamais, parce que ce n'est pas moi, c'est pas ma DA, c'est peut-être la DA d'autres personnes, mais je ne me verrai pas perdre une semaine ou des heures de travail pour pondre une vidéo qui dit que tel album ou tel artiste c'est de la merde. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Je trouve qu'il y a tellement de négativité déjà sur les réseaux. Pourquoi en créer davantage ? Mais forcément, ça m'arrive de faire de la critique musicale, donc tout ne peut pas être rose, tout ne peut pas être positif. Et parfois, j'ai l'impression que les personnes ont du mal lorsque j'émets un avis un peu différent, ou lorsque j'essaye d'apporter des nuances, lorsque j'essaye de retwister un peu le scénario. Certaines personnes ont du mal parce qu'on est trop habitué à avoir des choses trop négatives sur les réseaux, et je trouve que ce n'est pas normal. Voilà. Donc je ne critique pas les personnes qui vont faire une vidéo pour dire c'est de la merde, pour dire qu'ils n'aiment pas tel artiste. Je respecte,
mais ce n'est pas ma DA. Mais en fait, voilà, je ne vois pas l'intérêt de créer, de pondre un sujet de 30 minutes sur YouTube pour vous dire c'est de la merde. Enfin, je trouve qu'il y a tellement de choses positives à mettre en lumière, tellement d'artistes et d'albums et d'histoires autour de la musique qui sont passionnantes et positives, que je préfère mettre mon énergie là-dessus. Mais voilà, vous me verrez aussi parfois donner mon avis et essayer d'apporter un peu de nuance. Donc voilà, un peu flemme de la négativité. Après, c'est évidemment ce qui fonctionne, le biais de négativité. Par exemple, moi-même, je l'utilise, le biais de négativité, que ce soit sur mes titres YouTube, sur mes miniatures, ça m'arrive de le faire. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie toujours d'avoir une vision positive et d'émettre certaines nuances dans mes opinions. Ok, ta musique guilty pleasure. C'est une très bonne question. Après, définissons ce qu'est un plaisir coupable. Est-ce qu'on doit vraiment se sentir coupable d'aimer une chanson ou un artiste? Je ne pense pas. Soyez libre d'aimer ce que vous voulez, mais tout ce qui tourne autour de Jaffe, de Flop Tropica, de Cupcake, c'est grave, c'est grave mon humour, c'est quelque chose que j'adore. Donc, est-ce que je m'en sens coupable? Non, mais c'est un peu 30 minutes sur TikTok où je perds 3 neurones, mais j'assume. Il faut se divertir parfois, ça fait du bien de se vider la tête. Ok, on passe à des questions un peu plus sans filtre, un peu plus spicy, parce que je vous ai demandé d'être indiscret et clairement vous avez respecté l'ADA. Donc je vais y répondre. Est-ce que tu as déjà eu un crush sur un invité? Est-ce que j'ai déjà eu un crush sur un invité? Franchement, non, je ne crois pas. Quand je suis en mode interview, je suis focus, je suis pro et j'essaie de faire en sorte que la personne passe un beau moment. C'est aussi parfois compliqué d'instaurer une complicité avec un artiste que tu n'as jamais rencontré. Donc il y a tout un contexte et un cadre à installer, à faire en sorte que la personne se sente bien, assez à l'aise pour pouvoir te donner des éléments de langage et du vécu. Donc je suis trop focus là-dessus pour essayer de chercher... la drague. Après, je vais pas vous mentir, je pense que mon interview avec Marco Mengoni, j'ai eu un petit moment de flottement, j'avoue, parce qu'il est très beau, voilà, mais j'ai tenu le cap et je suis resté pro jusqu'au bout, donc pas de crush, promis. Quelle est ta pire interview? Sans hésitation, ma pire interview, c'était avec Mahmoud. Pourquoi? Parce qu'elle devait durer 25 minutes, ça devait être mon premier épisode qui devait lancer mon podcast. Au final, on a attendu 3 heures et ça a été une interview de 5 minutes. Il n'était pas dans son assiette, il était un peu malade. Le cadre aussi était pas dingue, on était dans une salle chez Énergie, merci à eux de nous avoir accueillis, mais c'était pas idéal. Et surtout, il n'était pas très généreux dans ses réponses, mais je ne lui en veux pas parce que je pense qu'il était en pleine promo, il était fatigué. Et ça arrive parfois quand tu es entre 2 salles comme ça, entre 2 interviews. Mais on n'a pas eu l'occasion d'échanger longuement. Et comme je disais, c'est compliqué d'instaurer un climat de confiance et de complicité avec un artiste que tu n'as jamais rencontré, avec qui tu as seulement 5 minutes pour poser des questions. Donc... un peu chelou cette interview, mais n'hésitez pas à aller la voir sur Instagram. Et peut-être mon interview avec Gracie Abrams, je ne sais pas pourquoi on parlait de la mort à un moment donné. On parlait de la mort et je sais pas, de but en blanc, je vis ça. Ok, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale lors de ton décès? Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je viens de poser comme question? Mais n'importe quoi. Mais... c'était fun, parfois il y a des moments comme ça, je réfléchis, non justement je parle sans réfléchir, c'est bien ça le problème, donc c'est aussi comme ça qu'on apprend. Ok, quel est ton plus gros turn on et turn off? Mon plus gros turn on, je dirais que c'est l'humour peut-être, et je pense qu'à l'inverse, qui peut être un gros turn off, ça va être les personnes qui vont dénigrer ce que tu fais ou ce que tu aimes. Quitte à être un peu toxique et à te pousser à changer rien que pour leur plaire, mais ça c'est le pire turn off de l'univers. Ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui m'ont dit « Ah, tu parles de pop, mais c'est de la merde. Ah, t'aimes Lady Gaga, ok, comme tous les pays. » Enfin, ce genre de choses, vous voyez. Donc ouais, si vous commencez à changer juste pour plaire à une personne, gros red flag, les amis. Non, restez qui vous êtes et l'autre personne qu'elle aille se faire cuire un œuf, quoi. Vous voyez un peu un puzzle, par exemple, quand vous essayez de mettre une pièce de puzzle et elle rentre pas, du coup vous allez l'aiguiser un peu, vous allez la couper, et du coup imaginez qu'elle saigne cette pièce de puzzle juste pour la faire rentrer. Oui, elle sera dans le moule, mais elle va souffrir. Donc tôt ou tard, vous trouverez la pièce adéquate pour mettre votre petit morceau de puzzle. Je sais pas si vous avez l'idée, mais c'était très clair dans ma tête en tout cas. Actif ou passif, franchement les trois. T'es en couple en ce moment. En ce moment je suis célibataire les amis. C'est difficile hein, de trouver quelqu'un, surtout quand t'es dans une phase où tu te concentres un peu sur ta carrière, sur ton pro. Je laisse la porte ouverte à l'amour, forcément. Beaucoup de mes amis sont en couple et parfois ça me rappelle aussi que moi-même je ne le suis pas. J'en souffre parfois, oui et non, mais
J'aime beaucoup être seul, j'aime ma liberté, mais évidemment, je suis quelqu'un de très romantique, de très passionnel, et j'ai envie de pouvoir partager, d'avoir un complice de vie, vous voyez, avec qui on peut se pousser vers le haut. C'est évidemment quelque chose qui me fait rêver. J'espère qu'un jour, j'aurai l'opportunité de vivre ça. Pour autant, c'est pas ma priorité du moment. Si ça me tombe dessus, tant mieux. Si c'est pour plus tard, tant pis. Mais ouais, j'ai conscience que le temps file, et forcément, les gens autour de moi ont tendance à être en couple, commencent à se marier, etc. Est-ce que tu as déjà eu une relation floue ou non exclusive? Oui. Oui, une relation floue un peu, vous savez, ce qu'on appelle les situationships. Mais je dis toujours, les situationships, c'est la fausse bonne idée, parce que tu embrasses la beauté du moment, mais tu portes aussi la douleur de l'incertitude. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu as besoin d'assumer ce dont toi tu as besoin. Donc situationship, oui, c'est beau, c'est intense, mais à la longue... c'est épuisant, quoi. Donc ouais, moi j'ai besoin de constance et de sécurité émotionnelle, peut-être, je sais pas, mais je n'arrive pas à me construire dans l'incertitude, vous voyez. Donc je sais pas si c'est quelque chose que je referai incessamment sous peu, hein, pour être honnête. Voilà. Quelle est ta plus grande qualité, ton plus grand défaut? Je dirais que ma plus grande qualité, c'est mon intuition. Sans vouloir me lancer de fleurs, j'ai l'impression d'avoir peut-être cette capacité à, quand je vois une personne, à la scanner en même pas une seconde, en 0,5 secondes, je sais pas, à travers un regard, une mimique, un rictus, j'arrive un peu à déceler ce que la personne pense et j'arrive à me faire une idée assez rapidement des intentions de la personne, ce qui est, je pense, une qualité, parce que pour des interviews, pour des choses comme ça, où on est dans l'échange, c'est très important de faire preuve d'empathie, d'arriver à se mettre à la place des autres, peut-être d'arriver même à prévoir ce que l'autre va dire et de sentir les gens. Mais d'un côté, je pense aussi que ça peut être mon plus gros défaut, parce que quand on s'imprègne trop de l'autre personne et qu'on éponge un peu son énergie, son aura, ça vide aussi émotionnellement parlant. Donc j'aimerais parfois juste faire un blocage, de pas me soucier un peu de ce qu'il y a dans la tête des gens. Donc, mais je pense que ça reste quand même une grande qualité, mon empathie, ma bienveillance, ma douceur et mon sourire. C'est des choses que les gens aiment chez moi et que j'ai appris à aimer aussi au fur et à mesure. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas honte de le dire et que j'essaye aussi d'apporter des choses positives à mon sujet. En revanche, mon plus gros défaut, c'est mon manque d'indulgence, c'est peut-être ma jalousie aussi. J'ai tendance à être un peu jaloux en amour, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais cette jalousie cache un manque d'estime sous-jacent. En fait, je dirais que j'ai confiance en mes capacités. Parce que pour moi, il y a la confiance en soi et l'estime de soi. Et je pense que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités. Quand j'ai un projet, je sais exactement le plan d'action qu'il faut pour mettre en marche. J'ai des rêves plein la tête et je sais exactement comment je vais y arriver et je vais tout faire pour y arriver. J'ai confiance en mes capacités. En revanche, mon estime de moi, elle est assez faible. Elle est très faible. Elle est assez maigre. Et c'est sur ça que je travaille. Et je pense que c'est ça mon pire défaut, c'est mon manque d'estime de moi, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être très fatigant à la longue et je pense que pour performer, pour avoir un moteur, il faut aussi être fier de soi et avoir une bonne estime de soi. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille. Une citation que t'aimes beaucoup, bonne question. Le soleil est seul lui aussi et pourtant ça l'empêche pas de briller. Coucou Popsley, dis-moi un truc romantique s'il te plaît. Ok, 3 allumettes allumées une à une dans la nuit. La première pour voir ton visage, la deuxième pour voir tes yeux, et la dernière pour voir ta bouche, et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout ça en te serrant dans mes bras. Jacques Prévert, Paris at Night. J'adore. Est-ce que je regarde d'autres influenceurs? Oui. Il y a une meuf que je suis sur TikTok que j'adore, qui s'appelle Anaé. Vous voyez cette fille qui va interrompre les passants ou les inconnus dans la rue? Je la trouve géniale, cette fille. Sur YouTube, je regarde un peu Alix Grousset aussi. Je trouve que c'est une nana très inspirante. J'adore ce qu'elle fait. Je regarde pas tous ses contenus, mais je trouve que c'est une très bonne intervieweuse. Et je regardais d'ailleurs sa FAQ l'autre jour et elle disait qu'elle espérait finir en télé, mais elle finira en télé, c'est for sure. Et c'est tout ce que je lui souhaite. J'aime beaucoup Océane aussi. J'aime beaucoup Sally. Sally, j'aimerais beaucoup la voir dans mes contenus, j'aimerais beaucoup la recevoir. Sam Zira aussi, ça m'arrive de regarder ce qu'il fait. Je regarde pas toutes ses interviews, par exemple sur Morgan Makeup ou Bruno Monroe, ça m'intéresse pas forcément, mais je trouve que c'est quelqu'un qui va avoir un panel d'invités ultra pluriel, ultra différent. Et j'aime beaucoup sa manière aussi de percevoir le travail de créateur de contenu et comment il a réussi à créer sa marque autour de lui. Et je le trouve aussi très inspirant sur certains aspects. Donc force à lui. Et dernière question que j'adore, si tu pouvais parler au toi d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que beaucoup
continueront de le trouver en décalage, mais que beaucoup le comprendront et qu'ils suivent son intuition parce que c'est la bonne, que ce qu'ils considèrent comme une faiblesse sera apprécié par d'autres sur le long terme, et qu'ils s'autorisent à rêver parce que tout est réalisable tant qu'on y met son cœur, son âme et son énergie et sa détermination. Il y avait une autre question aussi, pardon, est-ce que tu as peur de la mort? Mais ça, je peux faire le lien avec les deux, c'est que en soi j'ai pas si peur de la mort. Écoutez, je crois au destin, moi je pense que tout est un peu écrit d'avance, donc je n'ai pas nécessairement peur, ça arrivera quand ça arrivera. La seule chose que j'espère juste partir en ayant des souvenirs dans la tête et pas des rêves non accomplis, c'est juste ça. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis aussi déterminé, c'est parce que j'ai envie de partir avec des choses dont je suis fier et des choses que j'ai accomplies et pas des non-dits et pas des non-accomplis, voilà. Donc c'est pour ça aussi que je me démène pour essayer de toucher du bout du doigt mes rêves, parce que pour moi c'est aussi l'objectif de cette vie. On a tous des objectifs différents dans notre vie. Moi c'est de vivre mes rêves, j'ai pas forcément pour projet d'être papa, d'avoir des enfants. Moi je veux juste vivre de mes rêves et me prouver aussi peut-être. Une petite partie de moi a envie de se prouver à elle-même qu'elle est capable de le faire. Et donc si je pars en ayant accompli tout ce que j'ai en tête, it's fine. Donc bref, tout ça pour revenir au sujet principal. Si je devais parler au petit Popsley d'avant, je dirais de croire en ses rêves et qu'il va falloir beaucoup travailler, mais que ça peut valoir le coup parce que tout est possible. Voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, merci, parce qu'on a tourné pendant un petit moment, je crois. Donc merci à vous. Ça m'a fait du bien, bizarrement, de me livrer comme ça à vous et d'être un peu plus sincère et juste de me poser comme ça en face cam. Dites-moi si vous êtes chaud pour qu'on le refasse. Pourquoi pas parler d'autres sujets. Ça peut paraître un peu auto-centré, ce genre de FAQ, voilà, où tu parles de toi, tu racontes ta life. Mais s'il vous plaît, donnez-moi la carte Joker, parce qu'en 4 ans, je ne l'ai quasi jamais fait. Donc voilà, et puis je trouve que c'est important aussi, j'ai envie de tisser un peu plus de liens avec vous. Donc je sais pas si je en referai, dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires, et encore une fois, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant, en likant, en commentant. Vous commencez à connaître la chanson, et puis je vous fais de gros bisous, merci à tous pour votre soutien, pour votre amour, et j'ai trop hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse,